Il est 7h33. Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Hugues Lebret, ancien membre du comité exécutif de la Société Générale, ancien président de Boursorama, cofondateur du Compte Nickel. Il publie Le chemin de soie, une traversée des Pyrénées par le GR10. C'est aux Arènes. Oui, le CV n'a rien à voir en quelque sorte avec ce qu'il publie, mais peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il y a une forme de changement de vie, de goût pour l'ermitage, en tout cas pour la randonnée, puisque le GR10 est un chemin exigeant et le chemin de soie l'est tout autant. On va sortir de la politique et de ses impasses pour s'ouvrir justement ce chemin, alors que l'actualité est plutôt sombre, parce que nous sommes suspendus à la note que Fitch doit rendre sur l'économie française d'aujourd'hui. Alors je vais poser la question à Hugues Lebret dans un instant pour savoir ce qu'il en pense, puis on va dévier vers ce qu'il a ouvert comme chemin et comme perspective pour lui et peut-être pour nous autres à travers ce voyage qui s'appelle donc le chemin de soie, une traversée des Pyrénées par le GR10 publié aux Arènes. Bonjour Hugues Lebret. Bonjour Louis. Allez, on va parler de Fitch d'abord. Quand on dit Fitch, on parle des 3 agences de notation mondiale dont les oukases sont redoutables. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'occasion de redouter une dégradation de la note française ? Alors Fitch, c'est important, comme toutes les agences de notation, mais ce qui est important, c'est le projet commun des Français. Et en fait, on prête aux gens en qui on a confiance. Donc on prête aux gens qui ont un projet commun, qui ont une union nationale et qui ont une vision commune de ce qu'il faut faire pour l'avenir. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc ce qui est inquiétant, c'est pas la note de Fitch qui va tomber, c'est l'état de dislocation des Français entre eux. Et je trouve que on manque d'un immense projet de réconciliation, de lien social, d'union nationale. Il faut complètement redéfinir le logiciel pour que les gens se parlent, s'entendent. Quand on traverse les Pyrénées, quand on va dans les villes et les villages, les gens sont normaux, ils se parlent. On peut ne pas être d'accord, et c'est simple. Mais quand on allume la télé ou la radio, on ne voit que de la haine, de la violence, des propos débiles, des propos simplistes, et je trouve ça catastrophique. Donc ce qui est inquiétant, c'est pas la note de Fitch, c'est que les Français n'arrivent plus de manière apaisée à avoir un projet commun, ensemble, de vivre ensemble et de progression. Donc on prête aux gens en qui on a confiance. Comment mesurer la confiance, Hugues Lebret ? La confiance, c'est on travaille, on se met ensemble dans un nouveau projet, on regarde où on veut mener le pays, que ce soit l'écologie verte et la croissance que l'on peut avoir avec ça, et on donne une feuille de route, et une feuille de route qui amène à un niveau de richesse nationale, à un niveau de prestations sociales, qui fait que tout ça s'équilibre et que on aspire à la confiance de tout le monde et on part en avant. Là, on a pas mal détruit la valeur travail, on a pas mal détruit la cohésion sociale, et je trouve que les politiques français ne sont pas au niveau. Donc Fitch va donner une mauvaise note ou une perspective de dégradation de la note, et c'est pas bon pour l'endettement de la France. Et l'endettement de la France, qui est-ce qui porte la dette ? C'est les Français dans l'assurance vie, c'est les compagnies d'assurance, c'est les investisseurs institutionnels. Et donc, c'est tous ces gens-là qui vont reprêter à l'État, mais en se disant, il y a un peu plus de risques qu'avant, donc je te prête un peu plus cher. Parce que c'est comme Coluche, c'est-à-dire, moins tu peux payer, plus tu payes. Et du coup, voilà, donc on a le niveau des remboursements de la dette qui, dans le budget de l'État, deviennent très très conséquents. C'est-à-dire que dans les budgets de l'État, il y a les dépenses qui sont faites d'investissement, il y a les dépenses de fonctionnement, et puis maintenant, il y a un gros bloc, un gros caillou dans la chaussure, qui est le remboursement de la dette, c'est-à-dire ce qui sert à rien, c'est-à-dire que ça paye pas les fonctionnaires et ça paye pas l'investissement d'avenir. Et du coup, plus on paye d'intérêt, moins on a d'argent pour faire le reste. La France est un pays solide quand même, il y a des réserves. La France est un pays très très solide, c'est quand même la 7e puissance mondiale par le PIB, l'épargne des Français est énorme, et du coup je suis pas inquiet globalement sur la France, mais je suis inquiet pour les semestres, les années qui viennent, tant qu'on n'a pas reconstruit ensemble un projet commun solide. Pourquoi traverser les Pyrénées à 60 ans ? Alors 60 ans, d'abord on se dit après est-ce que je serais capable de le faire. Et moi ce qui m'a inspiré c'est Axel Kahn, le grand généticien qui à 70 ans avait traversé la France des Ardennes au Pays Basque, puis de la pointe du Rhin à Menton. Et ce que j'avais adoré dans Axel Kahn, c'est pas son grand talent pour l'art roman, c'est pas son grand talent pour décrire la sociologie, l'économie de chaque canton traversé, c'est ses pensées en chemin, et surtout de dire que quand on marche, on fait circuler le sang, on fait battre le cœur, on développe ses arborescences, on pense, donc on a les pensées qui se développent, mais quand on marche seul, on ressent tout beaucoup plus fort.
Et du coup, j'avais envie de voir si marcher seul, ça décuplait les émotions. Alors j'ai essayé pendant 5 jours, j'avais jamais fait ça, j'avais fait toujours des marches en montagne avec des amis, avec mes enfants de 3, 4, 5 heures avec un pique-nique, et je suis allé marcher seul pendant 5 jours. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. En fait, on développe tous les sens, c'est-à-dire qu'on ressent tout beaucoup plus fort. On entend la musique de la nature, on sent l'ensemble du l'humus de la terre, on voit des lumières exceptionnelles et on a des émotions qui peuvent approcher de l'extase quand on passe un col, qu'on sort d'une forêt, qu'on a le chant des passereaux le matin avant l'aube, un concert qui est exceptionnel tous les matins avant le lever du soleil, et on touche le sublime comme à l'opéra, c'est-à-dire qu'on a une larme à l'œil tellement c'est beau, quoi. Et moi, Marcher seul, ça veut dire croiser personne? Marcher seul, ça veut dire croiser peu de gens. Quand on part fin mai sur le GR10 en haute montagne, on fait 55 000 mètres de dénivelé pendant 47 jours. On fait 1200 mètres de dénivelé par jour, en gros, en moyenne, ce qui est assez ce qui est déjà exigeant. Et il y a peu de gens qui le font. Et donc, on croise 1 ou 2 personnes par jour avec qui on discute 10 minutes, un quart d'heure. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on est complètement dénudés tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas de statut social. On n'est pas le quartier, le diplôme, le boulot, l'école, etc. On est un marcheur en short avec un sac à dos, et on croise des marcheurs en short avec des sacs à dos. Tout le monde se tutoie, on s'appelle par son prénom. Et en fait, les seules choses qui nous intéressent, c'est ton prénom et tu viens d'où. Donc moi, j'étais Hugo de Saint-Jean-de-Luz, puisque c'est là que j'habite l'essentiel de mon temps aujourd'hui. Et je croisais Manu de Montpellier, etc. Et vous êtes allé jusqu'à Bagnols. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de la nature, c'est qu'on parle de nos trajets, c'est qu'on parle des refuges, c'est qu'on parle des animaux, etc. Et c'est très, très apaisé. Alors, en revanche, le soir, on trouve dans les refuges 4-5 personnes. D'abord, on trouve ceux qui tiennent le refuge. Donc, moi, j'adorais arriver tôt parce que je partais très, très tôt. Et du coup, j'aimais bien discuter avec les gens et qu'ils me racontent leur vie. Et en fait, pour la petite anecdote, je savais que j'allais écrire un livre et j'avais dit à mon éditeur, je vais traverser les Pyrénées, Laurent Beccaria des Arènes, et je vais faire un livre. Il m'a dit, le type qui va bien et qui marche, tout le monde s'en fout. Alors, c'est quoi ta petite musique? Et en fait, ma petite musique, je me suis dit, je monte, je descends, donc je vais traiter les hauts et les bas de la vie. Et du coup, j'ai essayé de faire 4 livres dans ce livre. Un premier livre qui est bien sûr la traversée des Pyrénées, le mode d'emploi, la préparation physique, les étapes les unes après précis, les autres. Parce que et du coup, vous avez des relevés très précis, oui, topographiques. Ceux qui veulent traverser les Pyrénées, ils ont le mode d'emploi. Il y a un deuxième livre qui est les gens. Et ça, j'aime beaucoup. Et dans les livres de marche que j'ai lus, il y en a peu qui s'intéressent à tous les gens que l'on croise. Donc je retrace beaucoup de portraits, beaucoup de discussions, beaucoup d'anecdotes. Certaines sont amusantes. Par exemple, quand je suis à la fin du Pays Basque et que j'arrive dans le Béarn, il y a Michel qui est agriculteur, je dors dans son gîte. Il me dit, demain vous serez dans le Béarn. Vous verrez, les portions seront pas les mêmes. Le dîner sera vite avalé, et le pique-nique, il pèsera pas lourd. Ou alors quand je suis entre le Couserans et le Pays de Comminges, je demande à un berger de me dire comment il sentit après. Il me dit, je sais pas, j'ai jamais traversé la frontière. Et en fait, on voit les vallées sont rivales dans les Pyrénées beaucoup. Les vallées sont très importantes et que les gens sont attachés à leur pays. La notion de département n'existe pas. Et puis quand on est dans un refuge le soir et qu'on discute à 5-6 autour d'une même table, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont très très différents, mais qu'on a une vraie union. C'est l'union nationale dont je parlais tout à l'heure. C'est des gens très différents, de milieux très très différents, mais on a des conversations apaisées, simples. Si on a des désaccords, on s'explique. C'est calme. C'est ça la France dont je rêve. C'est une France calme, moi. Et ça, c'est le deuxième livre. Et quand on est... Ça, c'est le deuxième livre. Donc, c'est les rencontres avec les gens. Et à partir des discussions que l'on a, je traite un troisième sujet qui sont les sujets sociétaux. Et du coup, par exemple, l'escalier social. Je parle de Thierry Marx et d'Annie Ernaux, par exemple, puisqu'au même moment, ils avaient des déclarations différentes sur le sujet. Et je ne tranche pas entre les deux. J'ai dit, les deux ont raison. Thierry Marx, il a une vie, il a commencé dans les bidonvilles, il a été dans la Légion, il a été agent de sécurité, et puis il est devenu le grand chef que l'on connaît, avec la générosité qu'il a et les écoles qu'il fait. Annie Ernaux, elle a un talent inouï, c'est une grande universitaire, etc., mais elle dit qu'elle est ouvrière, fille ouvrière, et qu'on ne peut pas changer de classe et de conditions, et qu'on est toujours considéré comme tel. Et je me dis, il y en a un qui parle d'escalier social, et l'autre qui dit, finalement, cette société, elle est trop stratifiée. On est prisonnier de nos déterminismes. Et les deux ont raison. Mais je vais sortir les statistiques de l'INSEE, je regarde combien il y a de personnes dans les 20% les plus pauvres qui finissent dans les 20% les plus riches. Et je m'aperçois que c'est 20% des 20%. Donc je me dis, c'est pas assez.
mais je me dis ça existe. Mais ce n'est pas nul. Et c'est pas nul. Loin de là. Et du coup, voilà, je traite le sujet de l'intégration et je refuse l'amalgame. Et j'ai dit, il y a des choses qui sont positives. J'essaye de mettre les sujets à plat, calmement. Donc ça, c'est le troisième livre. Et mais est-ce que ce sont des pensées, Hugues Lebret, qui vous travaillent au moment où vous marchez? Qui me travaillent depuis longtemps, en fait. Moi, je suis un passionné de sociologie et de sondage. Et je vois une évolution que je trouve désagréable du pays dont on parlait tout à l'heure à propos de Fitch. Et moi, je pense que 95% des gens sont sympas et que tout le monde a envie de s'entendre et d'avancer ensemble. Et je pense qu'il y a un énorme besoin d'empathie, d'écoute. Par exemple, quand je crée Nickel et que j'écoute des migrants qui arrivent chez les buralistes et qui ouvrent des comptes Nickel et qui me racontent leur vie, rien que de parler avec eux et de leur montrer de la considération, de l'empathie, ça leur donne des ailes. Et je trouve qu'on manque de cette considération, de cette empathie, de ce dialogue. Il faut être à l'aise avec tout le monde, il faut discuter avec tout le monde. À quoi l'attribuez-vous, Hugues Lebret? Parce qu'il y a des pays quand même où l'amitié civique, ce qu'on appelle l'amitié civique, des pays qui sont peut-être plus pauvres que les nôtres d'un point de vue matériel, d'un point de vue INSEE, si on peut dire, où la statistique. Où l'idée de bonheur est supérieure, même exactement. s'il n'y a pas d'échelle du bonheur. Comment l'expliquez-vous ça? Pourquoi la France, qui est si solide, comme on le disait tout à l'heure, pourquoi la France, qui est si privilégiée, est-elle dans cet état-là? Alors, d'abord, elle n'est pas dans un état si grave quand on regarde la c'est ce France. que vous dites quand même. Vous dites qu'on a besoin d'empathie, on n'en a pas, il y a des fractures partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est dans un état moins grave sur le terrain que dans les médias, déjà. Donc les gens sont plus normaux dans la vraie vie que quand ils sont sur un plateau de télévision et qui s'écharpent. Et d'ailleurs, souvent, les gens qu'on voit s'écharper à la télévision, on les voit prendre un verre après. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis, je n'extrapole pas la violence que je vois dans le discours politique ou dans le blocage de la France. Je trouve ça complètement débile et je trouve ça complètement minoritaire de dire je veux bloquer. Non, il faut avancer ensemble. L'idée, c'est pas d'être bête. L'idée, c'est de construire ensemble. Et du coup, mais je l'attribue d'abord à la Révolution française, où on s'est bien foutu sur la gueule et puis on a fait beaucoup de morts. Et même si on a créé des unions nationales après, il y a ce côté très robespierrien qui existe depuis cette époque-là, et peut-être qu'on n'a pas été habile dans les anciens régimes. Et puis, il y a la résistance, et la résistance était communiste, et il y a 46, et il y a les nationalisations, et il y a le fait qu'on a donné un pouvoir très important aux syndicats, et que c'est des syndicats qui ne souhaitent pas, dans une grande partie des cas, aller de l'avant et qui souhaitent bloquer. Et du coup, il y a une capacité de blocage dans le pays et il y a un non-courage des politiques qui fait que dès qu'il y a des gens dans la rue, eh ben on met la caisse sur le trottoir, on arrête le bazar et on dépense plus. Et on n'est pas dans un schéma très très rationnel. Donc on a... Et pourquoi ça rend les gens dépressifs? Ça rend les gens dépressifs parce qu'on n'a plus de projet commun et on a moins de perspectives. C'est-à-dire que les gens voient un délitement, voient la place de la France dans le monde qui régresse. On a une natalité qui s'effondre depuis le Covid. On a une dette qui devient énorme. Il y a une éco-anxiété qui existe et qui est légitime, même si tout le monde ne doit pas porter tout sur ses épaules et ne pas oublier de vivre chaque jour, même si on peut avoir ses combats. Il ne faut pas en porter tout le poids, puisqu'on n'a pas la responsabilité de tout, même si on a des devoirs d'avancer. Et du coup, c'est pas très gai, c'est pas très gai. Et en fait, on manque de personnes qui donnent un nouvel élan et qui donnent envie, ensemble, d'avancer dans un nouveau projet. Hugues Lebret, le ressourcement par le chemin de soi. Aujourd'hui, vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent de l'entreprendre systématiquement une fois dans leur vie pour se reconnecter à eux-mêmes, à la création. C'est le mois de la création en ce moment. À la nature, à tout ça. Bien sûr, moi Mais c'est pas une préciosité de 4 sup parisien. Non, parce que d'abord, les gens qu'on croise en montagne, il y a 27 millions de Français qui marchent. Il y a 240 000 kilomètres de GR, et c'est vraiment le sport national, et c'est la pratique, et c'est quelque chose qui se développe considérablement. Donc on ne peut pas dire que c'est illicite.
élitiste quand il y a 27 millions de personnes, et notamment dans la marche en montagne, qui est assez exigeante. Et on voit beaucoup de jeunes, mais on voit beaucoup de personnes âgées. On voit des personnes de 80 ans et qui marchent bien et qui sont en forme. Et même 102 ans au Mont Fuji au Japon. Et voilà, 102 ans au Mont Fuji. Et non, moi je conseille, j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise et quelques associations. Et dès qu'il y a des sujets un peu tendus, ou même dans la vie privée des gens, etc., je conseille d'aller marcher seul, ne serait-ce que 2-3 jours. Parce que ça remet l'église au milieu du village. D'abord, on n'est plus pollué par rien. Et moi, alors je suis désolé, mais j'avais coupé l'ensemble des médias. Je suis passé à côté des émeutes de juin 2023 et j'étais très content de ne pas avoir été pollué par ça. Et du coup, quand on coupe tous les réseaux et qu'on rentre dans la nature et qu'on est sensible à cette beauté de la nature, on est en introspection très très forte au bout de quelques jours et tous nos problèmes deviennent secondaires. C'est-à-dire que on voit que l'essentiel, eh bien, c'est d'être là, c'est d'être bien. Et en fait, on n'évacue pas et on y revient toujours. Mais on relativise et on dit mais en fait l'essentiel c'est quand même cette simplicité, cette pureté. Moi je suis toujours revenu à ça. Moi j'avais été très marqué quand j'étais jeune par le film Gandhi, où son plaisir c'était de tisser du coton habillé dans des habits extrêmement simples. Et moi j'aime le plaisir dans la simplicité. Merci beaucoup, Hugues Lebray. Et peut-être, qui sait, Dieu est au bout du chemin. En tout cas, si l'introspection a lieu et si le silence le permet, peut-être qu'on peut y faire des rencontres. Mais bien sûr, intérieur. Merci d'avoir été des nôtres ce matin autour du chemin de soi, une traversée des Pyrénées par le GR10 avec ces 4 livres dont vous avez parlé et que vous avez réussi à condenser en un seul ouvrage. Merci et à bientôt, Hugues Lebray.